Le croissance est vraiment incroyable. Et comme tu as dit au début, je pense que c'est peut-être jamais vu comme ça en France ou même en Europe, je sais pas trop. Mais ce qui nous a aidé, c'était un product market fit, un produit qui répond aux besoins très très fortement. Et en plus, la pandémie qui fait que tout s'est fermé et les gens, ils ont allé chercher en ligne pour continuer leurs activités, ça nous a bien boosté aussi. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On va rentrer dans l'univers d'Encore Store pour cet épisode. Un nom qui doit parler à certains, mais pas encore au plus grand nombre. Encore Store, pour vous donner le contexte, c'est une des rares startups à devenir licorne en 2 ans. Vous avez bien entendu, une licorne en 2 ans, tout simplement. 3 tours de table pour un montant total de 365 millions d'euros levés, qui valorise la société à près de 2 milliards d'euros. Voilà, Simply. 600 salariés, des bureaux dans toute l'Europe, c'est un phénomène. On va voir que les choses sont pas si simples non plus, parce que onboarder autant de personnes et gérer un budget aussi important en peu de temps, ça demande quand même beaucoup de challenge. Mais on va dire un peu ce que cette société fait. En gros, Encore Store, c'est une marketplace qui permet aux commerçants indépendants d'accéder à un catalogue de marques indépendantes. On verra avec Lachlan, qui est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, parce que Lachlan, c'est le CTO de cette belle machine, avec lequel on va pouvoir un peu soulever le capot et voir comment les choses s'organisent sur la tech, sur l'entreprise, sur son organisation, sur sa vision. Et on va aborder en particulier un aspect qui touche à la scalabilité, mais voire même l'hyper-scalability des équipes. Et Lachlan est bien placé pour ça. Salut Laki, merci de passer un peu de temps au micro d'Innovation Leaders. Bonjour, c'est avec plaisir et je suis content d'être invité et partager toute cette histoire avec toi et ton audience. Eh ben, on a pas mal de choses à aborder, beaucoup d'angles, beaucoup de sujets intéressants. Celui dont on va parler, on parlait de l'hyper-croissance, l'hyper-growth, avec un focus sur les équipes tech et engineering. Toi, t'es assez, en plus, expérimenté, t'es rompu à l'exercice, et je suis content de pouvoir capter ces éléments d'expérience que tu as et les partager au plus grand nombre. Avant ça, on va dire un mot sur toi. Certains l'ont perçu, peut-être. Tu as un léger accent. Il vient d'où cet accent et quel a été ton parcours, toi, avant d'arriver chez Encore Store? Et merci, by the way, de faire cette interview en français. Oui, en effet, il y a un petit accent. Je m'excuse d'avance. Je viens de très loin. Je suis australien. Et maintenant, ça fait... En fait, j'ai regardé juste ce matin et en fait, j'étais étonné de voir que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le tech maintenant. Et c'était un petit choc perso. C'est un parcours qui est peut-être un peu atypique parce que ça a commencé il y a longtemps au Japon, où j'avais un boulot à mi-temps avec NTT, et ça c'est l'équivalent de Orange en France. Mais je pense qu'on peut dire que ma carrière a commencé pour de vrai juste après ça chez Amazon au Japon. Et l'Amazon de cette époque-là, je pense que c'est très différent de l'Amazon d'aujourd'hui, mais c'était quand même une très belle expérience. Donc la partie e-commerce, pas la partie AWS. Oui, c'était même avant AWS existait. Okay. C'était en 2002, je crois. Okay. Et donc du coup, ça c'était le début de parcours. Mais assez rapidement après, j'avais des envies plus entrepreneuriales. Et donc du coup, je suis rentré en Australie. J'ai lancé un petit startup qui était vraiment exactement le même concept que Etsy. Et en même temps, et Etsy, ça a bien mieux marché que nous, et quelques années plus tard, on était obligé de clôturer cette petite aventure, mais c'était une super expérience qui m'a beaucoup appris plein de choses. Et après, j'ai lancé une agence numérique, et ça a duré quand même pas mal de temps. Et enfin, c'était racheté par une boîte qui s'appelle Havas. Je crois que c'est un des plus gros agences aux États-Unis. Et eux, ils ont acheté ça ça doit faire à peu près 6-7 ans, je crois, maintenant. Donc, ça, c'était super intéressant. Mais pendant que j'étais dans cette agence, où j'étais cofondateur, on avait un client qui nous a proposé, en fait, de acheter notre équipe technique pour lancer startup qu'on avait démarré avec eux. Et c'est là où je suis parti de l'agence parce que ça m'a tenté. C'était un projet que je trouvais super intéressant. C'était un projet qui construisait une plateforme en temps réel
qui nous permettait de regarder des sports, des jeux américains, comme le football, le foot américain, le NFL ou le baseball. Et ça nous permettait de parier en temps réel ce qu'on pense va arriver. Et techniquement, c'était super intéressant parce que ça prenait des flux de données en temps réel qui venaient des stades et qui projetaient aux applications mobiles avant ou au même temps que ça arrivait sur la télé. Et donc, du coup, pour la plupart des gens, ils pensaient que c'était magie. Ça, c'était assez intéressant. Okay. Après ça, je suis arrivé chez Stuart Delivery, qui maintenant est un peu plus connu, je pense qu'en France. C'est un start-up français qui fait de livraison donnée à kilomètre. Et je suis resté là pendant un peu plus de 6 ans. Et après la première année, je suis devenu CTO. Et donc, du coup, je l'ai accompagné d'une petite équipe de 20 personnes quand je suis arrivé. Et quand je suis parti, on était 150, 160 en tech. Et du coup, je suis arrivé à Incostore en octobre l'année dernière. Donc, ça fait 2021. Exactement. Ok. Parcours impressionnant, déjà en termes de géographie. C'est pas anodin. Et en termes aussi d'équilibre entre cette dimension entrepreneuriale et tech. C'est pas toujours évident de trouver des profils qui sont capables de faire les deux. Toi, visiblement, c'est ton sujet parce que t'en es pas à ta première expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce qui t'a drivé dans tes choix de carrière jusqu'ici? Oui, c'est un drôle de question et ça, il faut un peu de réflexion, je pense. Quand je regarde, je dirais qu'au début, c'était vraiment découvert. J'étais dans le mode, je découvre tout ce que je peux. Je faisais toutes les choses avec des yeux grands ouverts et je voulais juste essayer plein de choses différentes. Mais assez rapidement, c'est devenu... j'ai entré dans une phase où je voulais faire plus d'entrepreneuriat. Et après ça, je pense que je suis arrivé dans un stade où j'étais intéressé beaucoup plus par les challenges techniques et surtout dans le temps réel. Et donc, le pre-play après Stuart, là, on avait des challenges techniques qui étaient vraiment basés tout autour du temps réel. Et surtout chez Stuart, c'est des problématiques techniques, mais qui sont extrêmement compliquées. Donc, le challenge était super intéressant. Mais maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est des projets où je sens qu'il y a un impact positif. On fait des choses pour le bien. Et je pense que là, maintenant, c'est ça qui me drive le plus dans le choix de carrière. Ok. Quand on te contacte pour rejoindre Encore Store, toi, tu es en position depuis 6 ans, ça commence à faire un certain temps chez Stuart. Qu'est-ce qui te motive à rejoindre cette aventure? En fait, je connaissais pas Encore Store quand j'étais contacté pour les rejoindre et quand le recruteur m'expliquait, me fait le petit pitch d'Encore Store, j'étais complètement épaté en fait parce que pour moi, c'est un secteur, c'est un domaine qui existe depuis très longtemps. Et moi, tout bêtement, j'ai imaginé que c'était déjà transformé par le digital, c'était déjà transformé par le tech. Et quand j'ai découvert que non, pas du tout, en fait, j'étais très étonné. Et la plus grande question que j'avais, en fait, c'est de dire, mais pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas il y a 20 ans? Quand Amazon est lancé, pourquoi il n'y avait pas une plateforme aussi qui fait ce qu'il fait Encore Store? Donc ça, c'était la plus grande question et ça m'a vraiment attiré l'intérêt au début. Et donc du coup, derrière, j'ai gratté un petit peu dans le projet et je découvre que c'est vraiment une mission que moi, je sens qu'il y a un impact très positif, qui donne des outils pour des commerciaux indépendants, pour des magasins indépendants et aussi pour les marques indépendantes, qui puissent être concurrentiels contre les grands marques et aussi qui puissent avoir des outils d'être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus performants. Ma femme, elle avait travaillé dans un petit boutique à Paris à l'époque, et du coup, je peux voir vraiment de près quelles sont les galères des petits boutiques comme ça ils ont. Et c'est très très dur. Et l'opportunité de mettre en place une plateforme qui peut les aider, c'était très attirant. Vas-y, en fait, vu qu'on parle du business model, est-ce qu'on peut bien le préciser? J'ai un doute, oui. Moi. Encore Store. Enfin, tu vas faire je veux bien que tu fasses le pitch parce que j'ai un doute si on parle de e-commerçant ou de commerçants physiques. A priori, on parle de commerçants physiques. Est-ce que tu peux nous préciser le business model? On parle des deux. C'est principalement des commerçants physiques qui ont des petites boutiques, mais il y en a les deux. Et souvent, ils ont les commerçants, ils ont les deux en fait. Ils ont le petit boutique, ils ont aussi le site web. Donc, c'est pour les deux.
Et le business model, c'est assez simple. C'est un marché, un marketplace, qui met en relation des retailers, donc du coup les commerçants, avec les marques. Et c'est surtout des petits et des indépendants. Donc c'est les mettre en relation. Et donc ça c'est le parti discovery comme on trouve dans tous les marchés. Et ça c'est le parti assez classique. Mais où ça commençait vraiment très intéressant, c'est que ça réduit le risque des boutiques en faisant deux choses. Un, c'est que on réduit le montant minimal pour les commandes. Normalement, en fait, un petit boutique doit dépenser quand même pas mal d'argent, un montant significatif pour passer le premier commande. Et ils doivent payer en avant. Et le gros problème avec les petits boutiques comme ça, c'est le cash. C'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir acheter des nouveaux produits, essayer de nouveaux produits, sans être sûr que ça va même marcher. Et c'est exactement ces problèmes-là que IncoStore résulte. C'est que on les laisse faire des petites commandes et on les laisse payer en 60 jours. Donc du coup, ça donne l'opportunité de tester, voir si ça se vend, et si ça se vend bien, on paye après, et du coup, on peut recommander, et ça. Donc ça, ces deux parties-là, le parti Discovery, où je peux découvrir plein de petits nouveaux produits que je connais pas, et que les autres boutiques autour vont pas avoir, et que je puisse les tester sans risque, c'est une révolution. Rien que ça, c'est une révolution. Et après, IncoStore, on est en train de faire beaucoup d'autres choses aussi, mais ça, c'est vraiment le base et le cœur de concept. Ok. Tu peux nous dire un mot sur l'aventure IncoStore d'un point de vue entrepreneurial? Ça a été lancé quand? Ça a été lancé par qui? Et quelles ont été les grandes étapes un peu du déploiement de cette boîte? Donc du coup, IncoStore a débuté en début 2019 et il y en a 4 fondateurs. Et dans les 4, 2 qui sont aussi les fondateurs d'une startup qui s'appelait A Little Market. C'est un startup parisien, français, qui était vendu à Etsy. Et c'est drôle parce que c'est exactement le même. C'est le même business, enfin modèle que toi t'étais avant. Oui. Que moi j'avais essayé aussi. Ouais. Donc ça c'est un drôle de l'histoire. Et donc du coup, les 2 qui fondaient A Little Market, c'est aussi maintenant notre co-CEO. Okay. Et il y en a notre fondateur qu'ils ont rencontré chez Etsy. Et notre ancien CTO, il vient de Vestiaire Collectif. Et donc, du coup, les 3, ils ont été chez Etsy. Et chez Etsy, ils ont lancé un projet où ils appelaient ça Etsy Wholesale. Et c'était exactement le même concept qu'IncoStore. Et donc, ils essayaient de lancer le projet au sein de Etsy. Mais pendant qu'ils faisaient ça, il y avait un changement de CEO chez Etsy. Et du coup, il est venu, ils ont fait quand même pas mal de restructuring. Et donc, il a dit, tous les projets qui sont par cœur de le business de Etsy, on arrête tout de suite. Et dans lesquels il y avait ces projets Etsy Wholesale, où les fondateurs, ils ont dit, mais c'est vraiment trop dommage. Donc, nous, on part et on va lancer ça ailleurs. Okay. Et donc, ça c'est devenu IncoStore. OK. Et là, lancement en 2019. Et en fait, tout est allé hyper vite. C'est impressionnant quand même en termes de le timing et l'évolution de cette équipe en peu de temps. Le croissance est vraiment incroyable. Et comme tu as dit au début, je pense que c'est peut-être jamais vu comme ça en France ou même en Europe, je sais pas trop. Mais ce qui nous a aidé, c'était un product market fit, un produit qui répond aux besoins très très fortement. Et en plus, la pandémie, qui fait que tout s'est fermé et les gens, ils ont allé chercher en ligne pour continuer leurs activités, ça nous a bien boosté aussi. Okay. Donc, c'est 2 choses ensemble et aussi, comme tu as dit au début, un bon investissement de nos investisseurs, ça nous a permis de faire une croissance très forte. Ok. Aujourd'hui, c'est présent uniquement en France? Non, on est présent presque partout en Europe, dans 33 pays, si je me trompe pas. Okay. Et aujourd'hui, le focus, c'est d'être. On est déjà, mais le stratégie, c'était de devenir numéro 1 en Europe. Quand on a commencé, il y en avait quand même pas mal de concurrents. Aujourd'hui, il y en a quasi 0, sauf un concurrent qui vient des États-Unis, qui s'appelle Faire. Et donc là aujourd'hui, c'est principalement nous 2 qui sont actifs en Europe. Ok, impressionnant. Et toi, quand t'arrives fin 2021, la boîte a 2 ans. T'arrives dans quel contexte et t'arrives avec quelle mission? Du coup, le contexte, je pense qu'il faut qu'on commence avec le contexte parce que c'est important et ça explique l'objectif.
Le contexte, c'était le boîte avait une croissance, comme on a dit, qui était vraiment extraordinaire. Et pourtant, l'équipe a resté très petite. Et quand moi j'ai signé mon contrat pour rejoindre Uncle Store, ça fait quasiment il y a 1 an maintenant, il y en avait que 20 dans l'équipe. Et pourtant, il y en avait déjà 300 dans la boîte. Et donc du coup, pour une boîte product tech qui a que 20 personnes, on peut voir pourquoi on considère ça problématique. Et eux, l'équipe, ils ont fait un travail extraordinaire avec une aussi petite équipe, mais ça commence à être un frein sur le croissance de business parce qu'il n'y avait juste pas assez de débit pour pouvoir évoluer le produit. Donc du coup, l'objectif c'était 2 choses simples. Première chose, c'est agrandir l'équipe jusqu'aux 200 avant 2022. Donc avant cette année. Donc x10. x10. Ouais, x10 dans 15 mois. OK. Et livrer le roadmap en même temps. Et le roadmap était extrêmement agressif. Et ça m'a fait bien peur. Mais en même temps, c'était un challenge qui était très attirant aussi. Et je pensais qu'avec l'expérience que j'ai eu chez Stuart, que j'étais capable de faire. Donc j'ai accepté. Et drôlement, ça marchait bien mieux que j'attendais même moi-même. Et on y arrivait aux 200 au milieu de l'année. Ouais, ça, il va falloir que tu me racontes un peu parce que tu peux faire des jaloux avec des chiffres comme ça. Parce que quand je vois les difficultés que le marché peut représenter, ça m'intéresse de creuser bien comment on prépare tout ça, comment on gère un onboarding, un recrutement de manière industrielle et comment on s'assure que ces gens-là soient bien intégrés, bien onboardés et bien fidélisés aussi. Avant ça, juste un mot sur la partie technologique. Tu peux me dire un mot sur ce qui fait l'architecture ou les grandes lignes de la tech chez Anchor Store? C'est très simple. C'est un monolithe en PHP. Okay. Et c'est sur Google Cloud, donc GCP. Très simple. Et je trouve ça une très bonne chose pour démarrer. Les startups ont souvent commencé comme ça. Chez Stuart, c'est exactement la même chose. On avait un monolithe en Ruby on Rails sur AWS. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Doctolib est comme ça aussi. Voilà. Donc du coup, ça commence simplement comme ça. C'est après où on commence à ajouter beaucoup plus de complexité. Ok. Et les grandes différences entre Stuart et Anchor Store, il y avait un gros gap pour toi d'un point de vue tech ou d'un point de vue philosophie de la tech? Techniquement, conceptuellement, le début n'est pas très différent. Comme j'ai dit que chez Stuart, c'était un monolithe Ruby on Rails que moi-même j'ai codé le plupart à l'époque. Mais ce qui a changé, c'est que la direction dans laquelle on a amené Stuart était très très différente. C'est-à-dire qu'on l'a amené dans un SOA, donc Service Oriented Architecture. Et ça, c'était vraiment pour répondre aux besoins qu'on avait, des besoins techniques qu'on avait chez Stuart. Chez Anchor Store, aujourd'hui, ça c'est différent, mais ça veut pas dire ça ne va pas être différent dans le futur. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on commence à préparer le terrain pour pouvoir avoir plus en plus de services pour les équipes. Et on prend toujours une approche qui est très pragmatique. Et la raison qu'on donne, en fait, on veut juste créer des outils pour que les équipes peuvent avoir des services s'ils sentent que ça va les aider à aller plus vite. Donc c'est toujours dans un aspect très pragmatique. Et on peut en parler peut-être plus tard dans plus de détails. Mais les fonds, conceptuellement, l'idée au fond, il n'y a pas un énorme écart avec Stuart sur les conceptions. C'est juste les problématiques techniques qu'on gère sont rien à voir. C'est jour et nuit. Et heureusement, pour le moment, chez Anchor Store, les problèmes techniques sont quand même plus simples. Donc ça, c'est un confort qui m'a aidé. Qu'il va falloir essayer de préserver. Oui. C'est le challenge. Juste un mot sur l'intégration culturelle. Est-ce que comment tu t'y es pris, toi, pour intégrer ton équipe, pour t'intégrer dans cette nouvelle organisation? C'était mon question. En revanche, il y avait plusieurs choses. Je pense que la première, c'était qu'est-ce que moi j'ai fait moi-même et qu'est-ce que Anchor Store a fait pour moi pour que je puisse intégrer mieux.
parlons d'abord d'un constat, et ça c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial et que ça m'a marqué, c'est que en arrivant, mes CEO, ils m'ont présenté vraiment comme le CEO qui va tout changer, qui est très doué, ils m'ont se vendu. Et ça m'a mis quand même pas mal de pression. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aussi, ça m'a félicité un petit le travail aussi, parce que ça m'a mis déjà, ça m'a soulèvé un petit peu déjà, et ça m'a mis dans une position où déjà au départ, tout le monde était à l'écoute. Et ça m'a beaucoup aidé. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, en fait, d'abord, c'est drôle, en préparant pour y arriver, j'ai lu un livre qui était vraiment très intéressant, qui s'appelle The First 90 Days. Okay. Et je le conseille pour tous les gens qui vont travailler, qui vont changer le travail, parce que ça t'aide psychologiquement de préparer, d'avoir plusieurs plans et de savoir si ce que tu as préparé c'est pas bon, de changer vite et pouvoir réagir. Donc ça m'a fait un bon fondation. Et quand je suis arrivé, il y a 2 choses que j'ai fait tout de suite. La première chose, c'était j'ai commencé avec transparence et en vision. Donc, je crois que c'était le premier jour ou peut-être deuxième jour, j'ai fait un point avec toute l'équipe et je les ai présentés le présentation que j'ai fait, le use case que j'ai fait pendant les entretiens d'embauche que j'ai présenté au fondateur. J'ai présenté exactement la même chose pour dire, voilà, ça c'est la vision, ça c'est ce que j'ai présenté et ça c'est moi. Donc du coup, ce que j'ai vendu au fondateur, c'est exactement la même chose que je vous montre aussi. Et l'idée, c'est que je voulais vraiment établir une culture de transparence dès le départ et aussi donner une visibilité sur la vision. Et j'ai partagé ce que j'avais compris, les problèmes que eux ils ont en tant que tech, d'essayer de travailler avec très peu de personnes et de travailler avec une grande équipe et toutes les galères qu'ils avaient à ce moment-là, montrer que j'ai compris, et aussi montrer les problèmes que tout le reste d'un costaud avait à travailler avec une petite équipe. De montrer les problèmes comme je les vois et montrer les solutions que je propose. Et après, c'était une discussion là-dessus, mais ça commençait vraiment avec transparence. Et une deuxième chose que je pense qui était très important et ça m'a vraiment aidé, c'est que même avant le premier jour, j'ai commencé à embaucher. Et j'ai embauché 2 rôles principaux et c'était mes 2 engineering directors. 2 engineering directors qui étaient censés de gérer 2 tribes, donc 2 équipes séparées. Et on est arrivés tous les 3, même jour, même temps. Et avant d'y arriver, on s'alignait vraiment sur notre manière de faire, notre manière de penser, et l'approche et comment on voulait le faire. Et donc du coup, il y a eu un effet de groupe, il y a eu un effet un peu. Et tout de suite, j'avais aussi une équipe de soutien. Ouais. Et qu'on travaillait tous dans le même sens. Et du coup, c'était des gens qui sont très seniors, des gens qui venaient de Shopify, ils venaient de Shopify. Des gens avec lesquels tu n'avais pas travaillé apparemment. J'avais travaillé, okay. Mais on avait un approche qui était très rapide et toujours aujourd'hui ça marche très très bien. Donc je pense que ces 2 choses-là, c'est ça qui vraiment aidé à entrer dans l'équipe et de montrer, ok les gars, là on va changer les choses, mais j'essaie de rassurer que c'est les changements qui sont pour le bon et ça va aller vite, mais vous allez voir très vite que c'est beaucoup mieux. Et donc du coup, c'était tout expliquer ce qu'on va faire bien en avant, pourquoi, et en faisant de montrer comment c'est mieux. Ok, intéressant. Bon, on va parler un peu de cette hyperscaling parce que ça m'impressionne. J'ai 10 000 questions pour toi. T'arrives, tu pars de 20 personnes, tu veux arriver à 200 personnes. Les questions que je peux avoir au départ, c'est avant d'y aller, avant de se dire, allez, on va commencer à recruter. Déjà, il faut se dire, mais ça m'intéresse de savoir d'où vient ce 200. Qui l'a fait avant toi? Est-ce que c'est toi qui l'as défini ou pas? Et ça sort d'où 200? Ensuite,
avant de se lancer, on doit valider, j'imagine, un certain nombre de engineering principles. J'ai vu que tu avais travaillé sur ceux de Stuart parce que je les avais consultés. Donc, des guidelines, une organisation, des concepts de tribe et des choses comme ça. Donc, l'organisation, elle doit quand même être posée. Est-ce que tu t'intègres dans l'organisation existante ou est-ce que tu la challenges avant d'arriver? Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour définir les postes, les budgets, la seniorité, le type de profil, mettre en place un process de recrutement? On passe pas parce que déjà, qui fait les entretiens? Quand on est 20 et qu'on veut recruter 180 personnes, il faut qu'on passe des entretiens. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est externalisé? Comment on fait pour tester techniquement le cultural fit? Toutes ces préparations-là, ces critères de recrutement aussi sont hyper intéressants. Donc, ça part un peu dans tous les sens. Je te laisse choisir ce que tu as envie ce que tu as envie de répondre dans tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'aspects. Peut-être on peut commencer avec le recrutement et qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir recruter aussi vite. Et la première chose pour moi, en fait, avant d'arriver, je vais constater en fait que c'était une situation où il fallait juste continuer à scaler l'équipe. Okay. Mais en arrivant, et donc du coup, dans ces cas-là, le plan c'était de passer 1 mois à peu près à bien comprendre tout ce qui se passe, parler avec tout le monde et vraiment entrer dedans profondément dans le sujet et comprendre. En arrivant, je me suis rendu compte que c'était une situation un peu de crise. C'est-à-dire que les équipes tech, ils souffraient énormément. C'était très difficile pour eux. Et aussi, les autres équipes, ils souffraient aussi parce que le bande débit était pas très élevé. Donc, j'ai constaté que j'étais un peu dans une situation de crise. Et donc, il fallait réagir très, très vite. Et ça me fait assez peur. Mais du coup, je me suis dit, il faut qu'on réagisse très, très vite. Et donc, tout de suite, on a commencé à mettre en place les changements. Mais ça, il fallait absolument que ça commence avec un base qui est très stable. C'est un base de compréhension collective. Et donc, du coup, justement, c'est les fameuses engineering principles. Et pourquoi ça? Parce que les principes de comment on travaille, le principe de comment on crée nos équipes, c'est vraiment les valeurs partagées. Et elles existaient ou tu les as définies, ces principes? Non, que je les définis, parce que ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Donc, il fallait les définir. Il fallait dire, OK, tout le monde, on est tous là, on travaille tous ensemble, on a déjà fait quand même quelque chose d'extraordinaire, mais il faut qu'on y aille beaucoup plus loin. Et pour aller beaucoup plus loin, il faut qu'on ait une base qui est très solide. Et donc, du coup, la première chose dans cette base-là, c'est de définir nos valeurs partagées. Et la manière de définir les valeurs partagées, c'est les principes. Et donc, du coup, j'ai présenté et il y avait comme une grande discussion tout autour. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Qu'est-ce qu'il faut changer ou qu'est-ce qu'on fait? Et surtout avec l'aide mes engineering directors avec lesquels je suis arrivé, on l'a changé et du coup tous ensemble on y est arrivé à dire ok voilà ça c'est nos bases de valeurs. Framework. Et on construit tout au-dessus. Et si jamais on fait quelque chose qui correspond pas à ces principes, ça veut dire que c'est pas bien, on devrait pas le faire. Okay. Donc c'est aussi un peu comme un bourseau qui dit on va dans le bon sens ou pas. Donc ça c'est numéro 1. Après numéro 2, c'est il faut définir c'est quoi notre rôle en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans le tech? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est quoi notre rôle? Et donc du coup là on explique en disant c'est en anglais Sustainable Delivery of Business Value. Et du coup le Sustainable Delivery, donc la livraison sustainable, ça c'est le rôle de nous, des ingénieurs. Et le Business Value c'est le product. Et tout de suite on voit que qu'est-ce qu'on attend de l'équipe tech, des ingés, et qu'est-ce qu'on attend de product. Donc on définit ça. On définit aussi quelle est notre vision. Dans quelle direction on y va, qu'est-ce qu'on veut créer tous ensemble. Donc ces 3 choses-là, c'est vraiment les bases d'où on part. Et aujourd'hui, si on va sur le homepage dans notre wiki chez IncoStore, le homepage de l'équipe ingénierie, c'est trois choses qu'on voit toujours. Donc pour tous les nouveaux qui arrivent, c'est la première chose qu'ils voient aussi. Okay. Il y a d'autres choses aussi qu'on a mis en place. Par exemple, on a défini les career growth paths. Donc du coup c'est quoi les niveaux différents, c'est quoi les rôles, junior engineer, senior engineer, et après on peut partir dans staff engineer, donc c'est le spécialité technique, ou on peut être manager. Donc il fallait définir tout ça parce qu'en arrivant il y avait plein de rôles différents et il n'y avait pas de cohérence, donc il faut mettre en place ça. Et il fallait aussi dire comment on va créer nos équipes.
Et donc du coup, on a basé le concept sur les concepts assez standards maintenant des tribes et squad. C'est des équipes cross-fonctionnelles. Donc très très vite, on a défini tout ça. Et ça, c'est le base sur lequel on peut maintenant construire très très vite. Et je sais pas si je continue, mais la prochaine étape, c'est le recrutement. Ouais, tout ce process et cette organisation du recrutement. Comment on s'y prend? Ouais. Et juste un petit remarque, c'est assez drôle parce que quand on est que 20-25 personnes, on peut se dire mais c'est n'importe quoi d'avoir autant de fondations, de définir autant de choses comme ça. Et l'idée, c'était on est 25 aujourd'hui, mais très vite on va être 50, très vite on va être 100 et très vite on va être 200. Donc il va falloir ça très vite. Et donc du coup, il faut faire ça maintenant, avant. Et tu valorises aussi ceux qui sont dans le projet, qui ont déjà, qui incarnent ces valeurs, qui incarnent cette culture, et tu leur permets aussi de garantir le même univers, ou en tout cas de faire en sorte que les prochaines générations essaient de travailler dans la même dynamique que les équipes qui sont là. Exactement. Et ça impacte aussi le onboarding et tous les nouveaux qui arrivent et comment les intégrer. Donc du coup, le recrutement, on prend ça un petit peu comme un tunnel d'achat pour les équipes de sales, les équipes commerciaux. C'est un peu la même approche que je prends. C'est-à-dire que il faut que ça soit vraiment très data driven. Donc du coup, il faut déjà avoir des bons data dans tes tuyaux tuyaux d'embauche. Combien qui passent dans le tuyau, combien sont entrant dans le tuyau, combien d'étapes dans le tuyau, et tous les jours on a combien qui avance, quel est on dit ça, le freshness de chaque étape, c'est-à-dire que est-ce que ça avance assez vite. Et du coup toutes ces métriques là on met dans les dashboards, et 2 fois par semaine avec l'équipe de hiring manager et l'équipe de recruiter on regardait ça. Et on avait aussi mis des quotas d'embauche. C'est-à-dire que toutes les semaines, il faut qu'on embauche tel back-end, tel front-end, tel DevOps, tel mobile. C'est vraiment comme un tunnel d'achat. Et au début de semaine, si on disait que on n'était pas sûr d'y arriver, on se demande les questions, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, pour atteindre les quotas, pour atteindre les objectifs. Okay. Et en parlant comme ça, j'ai l'impression que ça allait assez sévère. Mais en fait, les équipes, étant ingénieurs, ils prenaient ça comme un problématique ingénierie. Ouais. Et du coup, on regarde vraiment le tuyau et on se dit, ok, comment on peut l'optimiser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut ingénierer ce tuyau pour que ça soit plus performant, pour qu'on puisse avoir plus de débit? Et du coup, je trouve comme beaucoup de choses, si on présente le problème comme un problème d'ingénierie, les ingénieurs, ils attaquent et ils trouvent des solutions de très, très performantes. Et concrètement, ton pipe, il vient comment? À l'entrée, tes candidats, ils viennent d'où? Tout de suite, première chose, j'ai dit, on cherche partout en Europe. Donc, on élargit le playground. Voilà, donc partout en Europe, et remote, et full remote. Très tôt, il y avait déjà cette culture de full remote. Et ça nous a permis de chercher partout en Europe. Okay. Moi-même, j'étais très surpris par le succès de cette tunnel de recrutement. Et du coup, c'était un peu de temps après que je demandais à nos recruteurs, et je lui ai dit, mais d'après vous, pourquoi ça marche aussi bien? Et le réponse était assez intéressant. Numéro 1, et ça c'est le retour qu'on a eu des candidats qu'on a embauchés ou qu'on a rejetés. Numéro 1, le mission, ça parlait très fort. Ça attire les gens parce qu'ils voient bien que c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose pour un secteur où on sait qu'ils ont du mal aujourd'hui en face des grandes marques comme Amazon ou d'autres. Ils ont du mal. Donc du coup, la mission, ça parle fort, fortement. On a eu quand même un package qui était assez intéressant. On payait au-dessus le moyen du marché et on offre les BSPCE aux tout candidats. Petite parenthèse sur le package, tu as dû travailler sur mon candidat est dans tel pays ou tel autre, ou est-ce que tu alignes par rapport au marché français ou tu alignes au marché local? Tout de suite, on est aligné sur le marché de France et assez rapidement, je dirais peut-être 1 ou 2 mois plus tard, on a mis en place des échelles de salaire et c'est par pays.
Et donc, du coup, on a dit, parce que, évidemment, en fait, c'est assez difficile si tout le monde offre d'autres choses différentes. C'est compliqué. Donc, assez tôt, je pense que c'était peut-être après 1 mois et demi ou peut-être 2 mois, on s'est dit, OK, il faut qu'on définisse des échelles des salaires. Et donc, ingénieur, c'est telle échelle, telle expérience, telle échelle, et telle paye, telle échelle. Et donc, du coup, on a commencé comme ça. Et aussi, on voyait que dans certains pays, par exemple, je sais pas, en Allemagne, si on voyait que on avait quand même beaucoup de retours négatifs, on a bien compris qu'il fallait ajuster. Donc très vite, on a ajusté et on est arrivé à quelque chose qui était bien. Donc le package, ça marche bien. On avait déjà en place toutes les fondations que j'ai expliquées tout à l'heure, et je pense que ça rassure pas mal de gens de voir que ok, c'est sérieux et c'est qualitatif. Et la dernière chose, et ça c'est ce que j'attendais pas, mais la dernière chose qui marchait, il marchait mieux, c'était en fait les entretiens avec les ingénieurs. Et les ingénieurs sont tellement motivés, ils sont tellement passionnés par le projet que ça convainc les candidats, et après c'est facile. Donc une mission qui est intéressante, un package qui est intéressant, et après ils voient que les gens qui travaillent là sont méga motivés, méga passionnés, ça a tiré très fort. Là, il y a la boucle est bouclée. Voilà. Ça semble effectivement cocher beaucoup de cases. Tu les intègres comment, ces candidats-là, qui viennent à peu près, je sais pas si tu as un esprit de promo, comment est-ce que tu gères l'onboarding et l'assimilation à la culture, aux valeurs et à l'organisation interne? Ouais, je peux dire, au début, l'intégration, l'onboarding était bazar. Et je m'en souviens, deuxième semaine, première démission dans notre équipe, et c'était à cause de l'onboarding qui était pas bien. Et ça, c'était vraiment un drapeau rouge qui nous a dit urgence, il faut qu'on règle l'onboarding. Donc assez rapidement, on a mis beaucoup de focus là-dessus, et on a mis en place un système qui était beaucoup mieux adapté pour l'onboarding. Je pense qu'aujourd'hui, dans une boîte de notre taille d'aujourd'hui, le système d'onboarding qu'on a mis en place tout au début, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu commences avec un onboarding buddy, donc quelqu'un qui t'accompagne, qui répond de tes questions. C'est très structuré. Il y a une liste de plein de choses à faire avec des petits croches. OK, j'ai fait ça. Et quand même beaucoup de matériaux pour la formation. Donc, la première semaine de onboarding, c'est plein de formations sur un constant en général. Et deuxième semaine, c'est beaucoup de formations sur l'équipe tech. Donc, chaque équipe, chaque squad, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Et à la fin de ça, les nouveaux arrivés, ils ont un bon sens global de comment tout fonctionne chez un Store et où est-ce que eux ils entrent parmi tout ça. Donc ils comprennent, moi je suis dans telle équipe qui fait partie de telle équipe et j'interagis avec des autres équipes comme ça et eux ils font ça. Donc ils ont un sens global de comment tout marche assez rapidement. Et un autre truc qui marche très bien, c'est qu'à la fin de l'onboarding, le dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'onboarding? Pour améliorer quoi? Le onboarding. Ok. Donc du coup, on finit le processus de onboarding et tout de suite on demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et ça, on recule et du coup, on l'adapte en permanence. Donc du coup, quelqu'un qui a fait un onboarding il y a deux mois avant le nôtre, ça va être légèrement différent parce que c'est toujours en train d'améliorer. Ça, je pense que ça aide à avoir un onboarding qui est toujours mieux en mieux. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est d'avoir un onboarding qui donne le contexte et qui donne tous les outils que quelqu'un peut commencer à coder, qui peut commencer à rajouter une valeur très vite. Parce que c'est ce qu'on veut faire, c'est que j'arrive et j'ai envie de sentir que j'ai fait le bon choix et je sens utile. Okay. Et voilà. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute!
Quand je vois tout ça, tu disais tout à l'heure que au moment où tu arrives, fin 2021, il y a déjà une roadmap qui est définie, qui est hyper agressive, enfin hyper chargée pour l'année en cours. Tu as 15 mois pour passer de 20 à 200. Et en parallèle, il y a quand même une roadmap à délivrer. Quand je t'entends, j'ai l'impression que tu as mobilisé tout le monde, recruteur, mais aussi engineering director et toute la team d'engineering autour de cette problématique de recrutement. T'arrives à shipper en parallèle de ce recrutement et de l'ensemble de cet changement de dimension de l'équipe, ou tu mets en stand-by tous les autres projets? Non, malheureusement, on n'a pas pu mettre en stand-by tous les projets. Et en effet, c'était ça le grand challenge. Et j'ai vu que quand j'ai entendu que voilà, il y a déjà un roadmap, ça m'inquiétait un petit peu de dire que voilà, comment on peut définir autant de choses en avant. Mais en fait, notre équipe product, et aussi on a un CPO qui est arrivé peu de temps après moi, qui était revu, et on a redéveloppé un roadmap qui était quand même toujours aussi agressif. Mais voilà, donc c'était un sacré challenge. Et c'est tout ce qui m'a inquiété, c'est que peut-être tu connais le Tuckman Model, c'est le forming, storming, norming et performing, qui décrivent un petit peu le modèle de comment une équipe peut former et arrive à être haute performance. Et selon ces modèles, à chaque fois que tu changes l'équipe, il redémarre. Et chez nous, on changeait d'équipe toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait des nouveaux qui arrivaient, on splittait l'équipe en deux, on rajoutait un nouveau engineering manager. Et je me suis dit, mais c'est impossible qu'ils peuvent performer dans telle situation de changement en permanence. Mais malgré ça, en Q2, où l'équipe a changé de 100 à 200, ils ont quand même livré à peu près 75% de leur roadmap. Pour moi, je trouve ça incroyable. Et je pense qu'ils ont arrivé à faire ça. Il y a un gros parti qui est grâce aux motivations. La motivation dont j'ai parlé tout à l'heure, ça les permet de dire, OK, ça c'est un bazar en ces moments, ou ça c'est compliqué en ces moments, ou ça change en permanence, mais on voit que la boîte, ça cartonne, en croissance dans le marché qui est incroyable, et on veut continuer sur cette vague, on veut continuer à surfer cette vague, et du coup on continue, en plus on améliore en même temps. Et donc je pense qu'il y a une grosse partie qui est la motivation. Mais on peut pas rester sur la motivation pour toujours et espérer que ça suffit. Seulement, ça suffit pas. Donc, on a aussi donné le max possible. Et au début, c'est pas facile. Donner le max possible d'autonomie aux équipes, qui puissent trouver leur manière de livrer le roadmap au mieux qu'ils peuvent. Il faut imaginer que dans un monolithe avec plus en plus de gens qui arrivent, avec un seul pipeline de déploiement, c'est quand même assez compliqué. Et les équipes, ils ont du mal. Mais malgré ça, ils arrivent bien. Et je pense que, donner l'autonomie de trouver le manière de faire, et aussi les donner beaucoup de visibilité sur la performance de l'équipe. Et ça, on se base sur les DORA metrics. DORA metrics, c'est des métriques de performance des équipes tech qui viennent de Google. Donc, on les donne beaucoup de visibilité sur les performances. Et on les laisse regarder et dire, OK, ça marche bien, ça marche pas bien. Et on les laisse décider comment eux, ils peuvent s'adapter mieux. Comme j'ai dit, une équipe qui a une croissance aussi forte, qui va aussi vite, forcément, ça peut pas continuer pour toujours comme ça. Et donc, on avait déjà prévu début Q2, donc en, je sais pas, mars, avril, peut-être même début mai, je crois. Bon, le deuxième moitié de l'année, on va réduire la croissance dans l'équipe et on va commencer à focaliser beaucoup plus sur le manière qu'on est organisé, le manière dans lequel les équipes ils peuvent livrer, et de vraiment mettre un focus sur notre optimisation à nos équipes. Et on entre dans cette phase aujourd'hui. Donc c'était pas évident, et je pense que les fondations qu'on a mis en place, ça nous a beaucoup aidé. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on commence à pencher dessus et voir comment les équipes ils peuvent optimiser dans le livraison. Ok, intéressant. Juste un mot sur les métriques dont tu parles de Google. Ce framework-là, ces datas-là, elles sont accessibles tout le temps, ou est-ce que tu les présentes de manière régulière, ou les team managers présentent ça à leurs équipes? Comment est-ce qu'on consulte la vélocité de l'équipe? Ouais, donc du coup, il y a dans les DORA metrics, il y en a 4 métriques. Il y en a 2 sur la vélocité et 2 sur la qualité. Okay. Et on les a donné un outil qui s'appelle Swamia.
C'est un petit startup français qui fait un produit qui est vraiment génial. Et donc du coup, chaque squad, ils ont le métrique pour eux. Okay. Et ils donnent accès et j'ai donné un objectif quand même aux engineering managers qui doivent faire un point tous les semaines avec l'équipe, de regarder les métriques et de se dire pourquoi c'est comme ça. Et juste expliquer pourquoi les métriques ils sont bien ou pas bien, ou ils ont monté ou descendre. Déjà, ça nous mettre dans un culture, un mindset, voilà, un mindset de performance et d'y penser. Et si on peut expliquer, déjà on comprend beaucoup mieux. Et si on comprend que quelque chose n'est pas bien, on est beaucoup mieux placé pour améliorer. Ok. Il s'appelle comment l'outil que tu citais? Ça s'appelle Swamia. Swamia. Ok. Voilà. On parle d'orga, donc maintenant tu travailles plus sur l'organisation, l'efficacité des équipes, leur environnement de travail, le lien, j'imagine, tech, engineering et product. Est-ce qu'il y a des spécificités dans votre organisation chez Encore Store, dans le lien product engineering, et quelle est l'orga ou la philosophie d'organisation, enfin de ce dont tu parlais tout à l'heure, tu disais la partie tribe et la partie squad, donc on rejoint un peu l'orga fameuse de Spotify. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez appliqué tel quel, ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez adaptées et qui font un peu votre particularité? Je dirais pas qu'on a appliqué tel le modèle Spotify. C'est vrai que les noms squad, tribe, ça s'approche, mais je suis pas sûr si c'est exactement le même. Donc l'orga, c'est au plus simple, il y a un squad qui a un engineering manager et les ingénieurs sous l'engineering manager, c'est une équipe multidisciplinaire. Donc on peut avoir back-end, front-end, mobile, ce qu'il faut dans l'équipe qui puisse livrer les features ou les changements qu'ils ont besoin de faire avec le plus d'autonomie possible. Il y a un product manager qui fait partie de l'équipe aussi. Et en général, comme j'expliquais tout à l'heure, le product manager, la responsabilité du product manager, c'est décider quelle est la stratégie, quelles sont les priorités sur lesquelles le squad va travailler dessus. Et donc, c'est à eux de identifier le business value on va livrer pour la boîte. Et après, c'est l'engineering manager qui est responsable de continuer à livrer ces features, ces changements dans une manière qui est sustainable et dans une manière qui est prédictable. Donc, c'est-à-dire que on minimise le technical debt, on minimise les problèmes. Donc, le code, il faut que ça soit maintenable pour que l'équipe puisse dire, pour faire tel changement, on estime que ça nous prend à peu près tel temps et on n'aura pas des mauvaises surprises à tous les coups parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, parce que c'est mal maintenu. Et donc, ça c'est le niveau squad. Et un squad est focus vraiment sur un parti dans le user journey. Dans un marché, il y a souvent plusieurs profils. Donc chez nous, il y a de retailers, donc les boutiques, les commerçants, et les marques, on appelle les brands. Et donc du coup, on regarde chaque étape dans le voyage de ces users et on focalise les squads là-dessus. Et des squads, ils sont formés autour ces users dans le marché. Donc on a un qui est retailer experience, un autre qui est brand experience, il y en a d'autres aussi. Et donc, eux, ils rejoignent tous dans ce qu'on appelle une alliance, un alliance. Donc, une alliance, en fait, c'est plusieurs tribes qui marchent tous ensemble. Ils sont tous réunis sur nom customer experience. Donc, tout ce qui est notre customer, l'expérience de notre customer, ça, c'est toute une équipe. Il y a un VP of Engineering qui est à la tête. Et l'autre partie je pense que c'est peut-être intéressant et différent chez Encore Store, c'est que on a un autre tribe à côté qui s'appelle Developer Experience. Et le rôle, c'est de mettre en place des outils pour que les ingénieurs dans le customer experience peuvent être plus efficaces, plus impactful que possible. Donc, ils développent des outils. C'est un peu comme on essaie de faire une plateforme Heroku en interne, on minimise la barrière pour mettre en prod des nouveaux features. Donc, on rend des outils plus faciles possible pour les ingénieurs. Ok. Effectivement, donc il y a une équipe qui travaille pour les autres équipes, mais purement interne, et qui facilite le quotidien des ingés. Voilà. Et l'approche qu'ils doivent prendre, c'est, on appelle ça platform as a product. Donc, ils considèrent vraiment le plateforme qu'ils construisent pour
les autres tribes comme un produit. Et donc, du coup, ils gèrent ça exactement comme un produit. Donc, ils vont faire le use research, ils vont en parler avec les utilisateurs, donc les autres ingés, pour savoir quels sont les plus grands pain points, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien. Ils essaient de vraiment développer ça comme un produit. Ok. Tu m'avais parlé aussi de business operations. Je sais pas si c'est une team qui est à part ou c'est un concept qui est propre à toutes les équipes. Oui, donc ça c'est intéressant. Et quand on a parlé tout au début, on avait plan en fait d'avoir un troisième tribe qui s'appelle Business Experience. Okay. Donc c'est la même chose, mais pour le business. En fin de compte, on s'est dit que c'était pas si simple et on les a mis en fait dans le Customer Experience tribe. Et dans chaque squad qui travaille justement avec des fonctions en business, donc ça peut être customer support, ou ça peut être sales, ou ça peut être les brand managers, on les a mis là-dedans et ils travaillent avec, parce que suivant les changements qu'on fait pour notre client final, notre customer final, c'est aussi ce qui est l'équipe business, ils ont essayé de faire aussi. Donc on les fait ensemble et ça c'est l'approche qu'on a pris. Ok, c'est marrant parce que cette partie d'orga d'équipe, elle est quand même assez fascinante. On sent que t'es quand même bien immergé dedans et je pense que tes expériences passées ont été une source intéressante d'expérience. Mais tu fais comment pour entretenir cette culture ou cette connaissance ou c'est cette culture de l'organisation des équipes? Est-ce que tu fais tout en interne? Est-ce que tu as des sources d'inspiration ou de discussion externe aussi? C'est un peu des deux, je pense qu'il y a un mix. Il y a certainement des inspirations que j'ai eues. Et c'est drôle, en fait, parce que le dernier slide en fait, j'ai fait une présentation à tous les nouveaux qui arrivent. Et le dernier slide, c'est justement mes inspirations, et je les propose aux carreaux qui s'intéressent à les lire. Et donc, du coup, avant que je suis arrivé, ou en arrivant chez Anchor Store, ces livres me vraiment donné beaucoup d'inspiration et maintenant je trouve que je suis un peu dans un mode de appliquer toutes ces inspirations et voir si ça marche ou pas. Et on peut parler peut-être plus tard de ces livres-là. Sur les bouquins, ça m'intéresse, il y a des questions effectivement pour ça. Mais donc en tout cas, ta source d'inspiration, c'est de la lecture. Voilà, mais aussi il y a quand même beaucoup d'expérience dans mes équipes. Et un des stratégies qu'on a pris pour l'embauche, c'était d'embaucher plutôt des rôles seniors. Et aujourd'hui, en fait, quand je regarde le moyenne d'années d'expérience dans l'équipe tech, on est à 10,8 ans, qui est quand même assez élevé. Par exemple, chez Google, c'est 7 ans. Chez Netflix, c'est beaucoup, c'est 14, mais on est quand même pas mal placé. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a beaucoup de gens dans l'équipe qui ont déjà fait le tour et qui ont beaucoup d'expérience. Et dans suivant des cas, ils savent mieux que moi. Donc du coup, on essaie vraiment de créer ce tour avec le leadership team dans le tech, donc les tribe leaders et les alliance leaders. J'essaie de créer vraiment une espèce d'une équipe où on partage des idées et je les laisse proposer des solutions et on crée une culture où il n'y a aucun problème de proposer des changements, de dire qu'on peut faire mieux que ça et je propose qu'on fait ça. Et donc, j'essaie de créer un espèce de idea lab où tout le monde partage des idées. Et souvent, je trouve que les autres, ils ont des idées qui sont beaucoup plus fortes que les miennes. Et donc, du coup, ça m'inspire aussi. Et ça nous aide à être encore mieux. Bon, faut avoir l'humilité de se dire que les idées sont peut-être dans les têtes des autres, mais c'est chouette à entendre. Il y a des erreurs qui ont été faites en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a eu une erreur en particulier dont tu pourrais nous partager? Pour le moment, je dirais pas qu'il y avait une énorme erreur. Mais j'ai des regrets, c'est sûr. Et si je refaisais, il y a une chose que certainement je pense que j'aurais fait différemment. C'est dire que dans l'identification de chaque squad et quel sujet chaque squad va travailler dessus, je sens qu'on a pris une approche qui était très très product oriented et on n'a pris pas assez en compte le code. C'est-à-dire que dans le code, il y a ce qu'on appelle le technical real estate. Nous, on a dit ça le TRE. Donc, c'est-à-dire que quel est le code sur lequel tel squad est responsable. Et pour que les squads peuvent être au plus autonomes et au plus performants possible,
il faut que le code auquel ils travaillent, ça doit être assez isolé. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un travail de domain-driven design où on regarde tout le code et on regarde tous les contextes, les frontières entre les contextes, et on peut identifier des zones de code qui sont déjà assez isolées. Et normalement, on devrait mapper ça plutôt bien aux équipes. Et on n'a pas assez bien fait ça. Et c'est juste maintenant, on commence à finaliser notre domain-driven design et le mapping. Et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui partagent le même code, ou il y en a certains qui sont beaucoup trop. Et donc, du coup, ça les empêche d'être vraiment efficaces. Donc, je pense que d'ici le futur, il va falloir qu'on essaie de manipuler un petit peu le scope des équipes pour que ça puisse mieux aligner avec le code qu'on a actuellement. Ok, bien segmenter, un peu plus segmenter les équipes, quoi. Okay. Et le but pour ça, c'est toujours que les équipes soient plus autonomes possible et qu'ils n'ont pas dépendance les autres pour pouvoir livrer. Ça, c'est toujours le but final, c'est l'autonomie des équipes. Ok. Avec des frottements possibles quand l'organisation augmente aussi vite, quoi. C'est clair. Exactement. Si on en revient à Encore Store, quelles sont les perspectives et les challenges à venir dans les prochains mois? Tu nous parlais des enjeux d'organisation, des enjeux d'efficacité. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés, de nouvelles features, de nouveaux business à prévoir? Mais quels sont les grands changements ou les grands enjeux? Je pense qu'en règle générale, le gros enjeu pour nous, c'est de continuer la croissance, surtout dans cet environnement actuel où on a quand même beaucoup d'incertitudes dans l'économie. Et comment continuer en face de concurrence qui sont quand même très talentueux. Donc, ça, c'est les enjeux, mais c'est un peu générique de dire ça, parce que je pense que c'est à peu près pareil. Non, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des challenges marchés et macro, quoi. On a deux choses. Un, c'est de continuer à être numéro 1 en Europe, parce qu'on a quand même des concurrents qui sont forts. Pour le moment, on arrive bien à rester au-dessus, mais on peut pas juste dire c'est bon et on oublie, il faut continuer. Et après, je pense que les gros enjeux pour nous, c'est de créer ce qu'on appelle en interne des moats. Un moat, c'est comme un fosse autour d'un château. Et c'est des features ou c'est des compétences internes qui sont très difficiles à répliquer et qui nous protègent un petit peu. Et on investit quand même pas mal en ces moments, et je pense que dans les années à venir, on va continuer à investir encore plus dans ces modes, entre guillemets, pour solidifier notre position. Bah, très clair. Du challenge à tous les niveaux. Merci pour ces retours, en tout cas d'expérience, c'était passionnant. Quelques questions pour toi avant de nous quitter. À titre perso, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi depuis que tu es arrivé chez Encore Store? Le plus compliqué, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que j'ai de mal à voir comment on aurait pu faire mieux dans ces cas-là. J'explique. Le plus compliqué, en fait, c'était de ne pas avoir assez de support des autres équipes dans la boîte pour notre croissance. C'est-à-dire que, comme on a évoqué tout à l'heure, on avait une croissance qui était très forte. Et quand on embauche, quand on onboard et quand on intègre autant de gens, il faut avoir de support des autres équipes, donc notamment RH ou des équipes IT par exemple, pour avoir des ordinateurs et tout ça. Et là, on avait vraiment de mal. Donc début de l'année, je m'en souviens, on avait vraiment des problèmes à sourcer des ordinateurs pour les nouveaux qui arrivaient. Et c'était au point que parfois, moi perso, j'ai dû aller chercher sur le marché et essayer de trouver un MacBook Pro quelque part pour qu'on puisse en avoir assez pour ceux qui arrivent. Donc ça, c'était un sacré challenge. Et c'est quand même dur de dire aux gens qui arrivent, voilà, on t'a embauché, un constant c'est génial, mais par contre, t'auras pas de laptop quand tu arrives. C'est pas le message qu'on veut donner, et pourtant, ça nous est arrivé. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux, mais c'était un sacré problème. Et du coup, même genre de problème avec nos équipes RH qui ont eu du mal à suivre le besoin que nous on a mis sur eux. Et c'était quand même dur, je pense, pour eux, mais c'était aussi dur pour nous aussi. J'imagine. Question que j'aime bien creuser, la partie un peu organisation personnelle. Parce que toi, t'as une vie de famille, t'as un boulot, et tu dois trouver ton équilibre un peu dans tout ça. T'as beaucoup de direct reports, beaucoup de challenges en cours. Ça m'intéresse de comprendre
comment tu t'organises à titre perso? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as une routine qui t'aide à être efficace, à garder du temps pour toi, à avoir du temps pour les autres? Ça m'intéresse d'avoir ce feedback. Ouais, c'est passionnant et je demande souvent aux autres aussi. Et je passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus pour moi. Et j'oblige mes équipes de réfléchir beaucoup là-dessus aussi. Je trouve que c'est super important. Et je pense que l'aspect le plus important, c'est le temps. Donc, il faut impérativement faire en sorte que dans notre semaine, on a assez de temps à consacrer sur les sujets qui sont importants. Et de ne pas être toujours attiré à droite à gauche par les sujets qui sont urgents. Et donc, du coup, il y a plusieurs manières de faire ça. L'approche que moi je prends, c'est je bloque toutes mes matinées, toute la semaine. Mes matinées, ils sont réservés pour les sujets stratégiques. Et je prends pas de meeting dans ces périodes-là, sauf que si c'est vraiment critique. Okay. Et c'est le conseil que je fais à mes équipes aussi, en tout cas à mes managers. Et souvent, ils me disent, je peux pas, c'est pas possible, moi j'ai trop de choses. Et dans ces cas, je dis, si c'est impossible de bloquer le temps qu'il faut pour pouvoir traiter les sujets qui sont importants, ça veut dire que structurellement dans l'équipe, il y a un problème. Parce que tu devrais en avoir un. Donc, combien rapporte à toi, et s'il y en a trop, il faut changer. S'il y en a pas assez, est-ce que tu délègues assez à tes équipes? Et donc, du coup, je les challenge de faire ça, je me challenge aussi de faire ça. Et donc, du coup, le résultat, c'est que nos équipes sont quand même assez verticales. J'essaie de faire en sorte que chaque manager, il en a autour de 5-6 reports. Et pas beaucoup plus. Et ça, c'est pour qu'ils puissent en avoir assez de temps de travailler sur les sujets importants. Ok. Et juste un dernier point, c'est j'ai lu, en fait, c'était tout au début de confinement, le premier confinement qu'on avait pendant la pandémie. Et c'était une période où je pense que tout le monde galérait de organiser le temps dans une manière qui était sain. Il y avait un copain qui me partageait un post de le PDG de Alan, Jean-Charles. Voilà. Et c'est un post qui changeait la vie pour moi, et il expliquait comment lui faisait. Et justement, c'est cette approche-là. Et j'ai pris telle son approche. Et depuis, j'ai un peu changé. Mais souvent, je partage ça aux autres qui demandent. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Jean-Charles, justement. Parce que ce post-là, moi, en fait, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'ai découvert Todoist, l'outil dont il parle, pour organiser ses tâches, et je connaissais pas. Et effectivement, la manière dont il structurait ces choses, ça m'a été très bénéfique, et je le partage régulièrement en interne dans la boîte. Voilà. Non, je pense qu'il a impacté beaucoup de monde avec ses posts. Pourtant, c'était simple, mais ça aide à donner un frame, quoi. En termes d'outils, il y a un autre outil que j'ai découvert en arrivant chez Anchor Store, qui s'appelle Fellow. Et ça, c'est un outil qui m'a changé la vie aussi. C'est un outil qui fait, en fait, c'est un outil pour gérer les agendas dans les meetings. Donc de définir dans les meetings avant c'est quoi on va parler. Et c'est dans la structure, ça donne focus au meeting, et surtout, ça nous permet pendant le meeting d'ajouter des to-do. Donc en fait, ça transforme des meetings dans des meetings qui peuvent être très défocalisés, qui partent dans tous les sens, et on arrive à la fin, on dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça les change très focus. On traite chaque sujet, on a toujours l'œil sur le temps, et surtout, à chaque fois qu'on n'a pas décidé quelque chose, on crée un to-do, on assigne à quelqu'un et on dit à quelle date ils vont faire l'action. Okay. Et c'est un changement total dans la manière qu'on s'organise et que nos meetings sont gérés. Il s'appelle comment l'outil? Fellow, c'est F-E-L-L-O-W. Ok, Fellow. Merci. Une question sur les boîtes dans l'écosystème tech aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a certaines ou une qui t'inspire particulièrement? Oui, mais je pense que c'est un peu un cliché. Quand je regarde les boîtes, il y a toujours deux parties qui m'intéressent. Il y en a un, c'est l'exécution et comment ils exécutent sur la vision qu'ils ont, mais aussi d'autres avec le vision. Sur l'exécution, ça fait longtemps, mais je suis un énorme fan de Apple, comme beaucoup d'autres. Je sais que c'est un peu cliché, mais je trouve que c'est quand même incroyable que chaque année, ils peuvent continuer à livrer des produits de haute qualité, avec des petits changements à chaque fois. Bon, ça paraît pour nous des petits changements, mais en fait, non, c'est pas des petits changements, c'est des changements assez conséquents.
mais qui puissent aussi, tous les 5 ou 10 ans, ils peuvent livrer des produits qui sont vraiment des gros changements et qui peuvent être comme des tremblements de terre dans l'écosystème tech. Je trouve ça vraiment, au niveau d'exécution, c'est incroyable. C'est fascinant, oui. Ouais. En termes de vision, encore un autre cliché, mais je trouve que les boîtes Elon Musk sont quand même assez incroyables. Et les gens, ils parlent beaucoup de Tesla et SpaceX, et déjà, j'adore les visions qu'ils ont, mais c'est surtout, en fait, le dernier boîte qu'il a lancé, Neuralink, que je trouve, ils ont un vision qui est vraiment extraordinaire, et j'aimerais bien que le média en parle plus, parce que je pense que c'est peut-être le plus important de toutes ces boîtes. Neuralink, voilà. Donc c'est la connexion satellite? Non, ça c'est Starlink. Voilà. Et Neuralink, en fait, c'est le boîte où il essaie de faire une interface entre le cerveau humain et l'informatique. Et le concept derrière, c'est de minimiser la différence entre l'intelligence artificielle et l'humanité quand ça arrive. Donc du coup, c'est un vision bien dans le futur. Mais je trouve ça quand même assez incroyable que les gens qui réfléchissent à ça, qui investissent autant d'argent, des fois, dans ces sujets. Ok. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement dans l'écosystème innovation ou tech aujourd'hui? Si tu m'avais demandé il y a 6 ou 12 mois, j'aurais dit Elon. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il commence à faire tellement de bêtises et j'ai du mal à dire ça. L'assumer complètement, oui. Ouais. Malheureusement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup que je suis et que je trouve passionnant, mais j'ai du mal à citer un seul. Ok, pas de problème. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière? Il n'y en a peut-être pas un qui sort en tant que conseil que quelqu'un m'a dit perso. Évidemment, je pense que comme beaucoup, mon père m'a donné beaucoup de conseils qui me restent toujours avec moi. Mais quand j'ai réfléchi à ça, en fait, il y a un truc qui sort et c'est pas forcément un conseil, mais c'est quelque chose que j'ai lu. Et c'est une quotation qui j'ai lu dans un livre qui revient quasiment tous les jours. Et du coup, ça vient d'un livre qui s'appelle Extreme Ownership. Okay. Et je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais, c'est as a leader, it's not what you preach, it's what you tolerate. Donc c'est pas tes paroles, mais c'est ce que tu tolères. Et je trouve ça quand même, c'est une phrase qui me fait revenir toujours aux terres tous les jours, parce qu'en fait je me rends compte que c'est ce que je laisse passer ou ce que je laisse pas passer qui définit vraiment le culture de mon équipe, ça définit vraiment mon leadership, et ça veut dire que on ne peut jamais lâcher. C'est un boulot de tous les jours et on doit toujours être présent, et c'est quand même assez dur, mais c'est un rappel qui est de me tenir un peu sur le bon rail, un peu droite. Ok. Bah écoute, passionnant, et t'as cité pas mal de bouquins. Je sais pas, le temps avance, mais je te prendrai bien une minute pour comprendre. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la dernière slide que tu présentes à tes équipes au moment de l'onboarding pour expliquer un peu ton univers. T'as parlé des bouquins. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse un peu de ce que tu racontes sur cette slide-là? Bien sûr. Donc du coup, il y a 3 grands livres, je dirais, qui est vraiment le plus grand impact sur moi. Tous les années, cette liste, ça change un petit peu, donc c'est un peu la liste d'aujourd'hui. Numéro 1, c'est un livre qui s'appelle Team Topologies, Matthew Skelton, Emmanuel Heiss, je crois. Et ça c'est pour l'organisation des équipes. Ce livre est vraiment incroyable. Pour moi, c'est quasiment un bible, et ça m'a inspiré énormément. C'est comment définir l'organisation de l'équipe. Sur le leadership, je pense que le livre qui m'a marqué le plus, c'est un livre qui s'appelle Turn the Ship Around, par David Marquet. Et c'est un vrai frappe, parce que il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà en tête, beaucoup de choses que j'y pensais un peu comme ça, mais je n'avais jamais réussi à mettre dans les mots et mettre clair. Et ce livre-là, ça le fait exactement. Et c'est le culture tech. C'est le livre No Rules Rules. C'est l'histoire de Netflix par Reed Hastings. Il y a un 4e que j'ai cité tout à l'heure, c'est Extreme Ownership. Et je pense que ça aussi, pour le leadership dans les équipes, c'est un très très bon livre aussi. C'est très militaire, et ça c'est pas vraiment mon truc, mais le lien qu'on peut faire
avec les textes sont assez incroyables, assez frappants parfois. Et du coup, ce livre avait une grande influence sur moi aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une techno ou un produit qui pour toi sera un incontournable dans les 10 ans à venir? Oui, je pense que c'est assez facile. Pour moi, c'est la réalité virtuelle. Okay. Je pense qu'on est vraiment sur le départ d'une révolution totale dans la réalité virtuelle. J'attends avec impatience le plateforme que Apple va annoncer l'année prochaine, j'espère. Je suis ça de près et depuis longtemps. Et je sens vraiment que la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est un peu comme les BlackBerry, le Quest et tout ça, l'Oculus, c'est un peu comme les BlackBerry qu'on avait en 2000. Et on attend l'iPhone qui tombe et qui va complètement tout changer. Okay. Et si on regarde l'iPhone, la première version d'iPhone, et si on regarde les iPhones d'aujourd'hui, à mon avis, on va voir la même chose dans la réalité virtuelle de l'année prochaine, aux prochaines 10 ans. Ok, une ère qui s'ouvre, une ère passionnante. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Oui, je sais pas si je suis très fier de dire ça, mais c'est Twitter. Twitter, je passe quand même beaucoup de temps à lire des choses sur Twitter. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une source d'infos, une source d'apprentissage, une source d'inspiration que je trouve nulle part ailleurs. Évidemment, on peut rarement y aller profondément dans un sujet, sur Twitter. Et pour moi, c'est souvent un porte d'entrée dans des nouveaux sujets ou dans des nouveaux influenceurs ou des gens. Et je me rends compte que j'apprends beaucoup de choses grâce à Twitter. Ok. Dernière question. Si je devais inviter une personnalité sur ce podcast qui vient du monde de la tech ou de l'innovation et qui tu penses a un parcours assez intéressant à partager, tu me recommanderais qui? Le premier qui vient à tête, c'est Jeremy Brown, qui est un CTO un peu comme moi à Paris. Il travaille chez Dashlane aujourd'hui. Ah ok. Lui, il a un parcours qui est vraiment très très intéressant. Et surtout, je trouve que c'est un vrai thought leader. Il a vraiment des idées qui sont super intéressantes. Il est cité d'ailleurs dans le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, Team Topologies. Okay. Et à chaque fois que je parle avec lui, je suis inspiré. Je trouve que c'est quelqu'un de passionnant. Bah canon. J'en ai entendu parler aussi et je m'étais pas mis en contact, mais je me le note. Merci pour cette intro. Avec grand plaisir. Merci pour ces feedbacks et le temps que tu nous as accordé. C'était passionnant. Une expérience quand même hyper riche. On va voir où elle va t'amener parce qu'on a le sentiment que l'histoire elle en est encore à son début, en tout cas chez Encore Store, mais le début était un sacré démarrage. Hâte de voir la suite. Merci pour le temps que tu nous as accordé, Lucky, et j'espère à bientôt. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.